vous ne savez pas ce que le conférencier va dire ce soir. Vous ne pouvez pas le savoir. Eh bien, croyez-le ou non, moi non plus. Parce que quand je commence cette conférence, je sais que j'ai une première chose à dire et que j'aime la télévision. Je commence ma conférence en déclarant que j'aime la télévision. Parce qu'un jour, une petite fille m'avait entendu parler devant sa classe et elle m'avait dit, « Monsieur Brodeur, pourquoi vous n'aimez pas la télévision? » J'ai eu un choc. Je me suis dit, mais j'ai oublié de dire le plus important à ses enfants, et parmi ces enfants, cette petite fille. Alors j'ai mis mon genou par terre, pour être à la même hauteur qu'elle. Et je l'ai regardée dans les yeux, et j'ai dit à cette petite, « Mais j'aime la télévision, moi. Mais je n'aime pas ce que la télévision fait aux enfants. » Et depuis que j'ai donné cette explication à cette petite fille, j'explique un peu mieux quand je rencontre des classes d'enfants, y compris des petits, des moyens, des grands, et on a même quelques adolescents vivants ce soir. Ils ont été amenés ici librement. En tout cas, ça m'a semblé être une forme de liberté. Peut-être qu'il y avait une obligation. Et j'explique maintenant qu'est-ce que j'aime vraiment pas de ce que la télévision fait aux enfants, mesdames, messieurs, pendant que les animaux de la ferme et les animaux de la forêt ont des enfants qui grattent le sol, creusent des trous, grimpent aux arbres, courent, gambadent, grimpent, sautent, certains nagent, d'autres volent, pendant que tous ces animaux ont des petits qui savent marcher très rapidement après la naissance, et les nôtres, à qui il faut apprendre à marcher, et même à l'âge d'1 an, ils ne marchent pas encore très bien. Nous, que font nos enfants? Ils sont assis. Ils sont assis devant un meuble qui est chez nous, qui, contrairement au sèche-linge, au lave-linge, à l'électricité, au robinet pour l'eau, un appareil qui présente des images tellement captivantes que les enfants ne peuvent plus s'en détacher. Et quand ils commencent à regarder une série en après-midi à 3h30, une émission qui dure une demi-heure, la première chose qu'ils retiennent quand l'émission est finie, c'est que demain à 3h, il y aura une suite. On est donc, mesdames, messieurs, en train de laisser nos enfants passer beaucoup de temps devant un appareil beaucoup plus captivant et intéressant que sa maîtresse, que son papa et que sa maman. Et l'homme qui est devant vous, et je suis certain de mon coup, croit que tous les papas d'Ille-et-Vilaine sont plus forts que Spider-Man. L'homme qui est devant vous croit fermement que ton papa et ta maman sont plus forts que Spider-Man et ta maman plus belle que Lady Gaga. Bien sûr, ta maman, elle n'est pas habillée comme Lady Gaga. Parce que les personnes qui mettent Lady Gaga à la télé, ils savent que pour beaucoup de monde, pour que plus de monde regarde, il faut habiller Lady Gaga d'une certaine façon. Ta maman, elle ne gagne pas des sous à garder des enfants assis pendant des heures à regarder un écran. Ni ta maman, ni ton papa. Jacques Brodeur est jaloux des animaux de la ferme et de la forêt qui ont des enfants qui bougent, qui courent, qui grimpent, qui se cachent. Jacques Brodeur voudrait que tous les enfants de Québec, son pays, du Canada et des États-Unis, et de la France et de toute l'Europe, Jacques Brodeur rêve qu'on cesse
de braquer nos enfants devant des écrans qui empêchent nos enfants de bouger, de courir, de grimper, de sauter. Vous allez me dire, ils vont trouver quand même le moment. Ils vont trouver quand même une occasion pour courir, nos enfants. Eh bien, ils auront gaspillé combien de temps devant l'écran? Cette moyenne du temps que les enfants passent devant les écrans, elle dépasse 20 heures par semaine. Ça veut dire que sur une année complète, un enfant de ce département passe plus de temps devant un écran qu'à l'école. Et Jacques Brodeur, il sait, comme vous, adultes, combien de centaines d'années a fallu que les citoyens de France et du monde entier se battent pour obtenir des écoles où on envoie nos enfants grandir, s'élever. Et voilà que cet appareil, non seulement nos enfants y consacrent beaucoup de temps, mais cet appareil, il leur diffuse des images qui ne les font pas grandir. Sauf exception, quelques émissions. La plupart de ces émissions tendent à rapetisser nos enfants et à les faire devenir des quoi? Des consommateurs. La télé parle et montre des images, elle reparle et elle montre des images et elle ne t'écoute jamais. Elle n'a pas d'oreille, la télé. Et Jacques Brodeur voudrait que toi, petit, moyen, grand, tu passes plus de temps à converser avec d'autres personnes de ta famille. Je suis donc emballé et rempli de gratitude pour deux médiathécaires qui encore tout récemment s'appelaient des bibliothécaires, Bénédicte et Céline, qui ont fait la proposition pour une deuxième fois aux élus municipaux de m'inviter à venir vous adresser la parole. Et cette fois-ci, si vous m'avez déjà entendu il y a 2 ans, ne vous attendez pas à entendre 2 fois la même chose. Je déteste répéter 2 fois la même chose. Je m'endors. Alors cette fois-ci, je vais rester réveillé et je vous ai apporté du matériel qui est présentable à l'université dans n'importe quelle faculté de psychologie, d'éducation et de marketing. Du matériel d'avant-garde. Mesdames, Messieurs, la première image, la première diapositive que vous avez devant vous est une diapositive qui est parue dans le magazine français Soins, Pédiatrie, Puériculture. C'est l'image choisie par la maison d'édition pour accompagner un article que j'ai publié en France dans le magazine, dans l'édition de janvier-février. Et le titre de l'article était « Décrocher des écrans pour mieux les maîtriser ». Je n'ai pas choisi le titre, c'est eux qui l'ont choisi. Moi, j'ai fourni l'article, ils l'ont lu, et ils ont pensé que c'était le titre, et j'en suis content de ce titre. Pourquoi Edupax et Jacques Brodeur et les médiathécaires de Saint-Mée-le-Grand et de 150 écoles de France proposent-ils aux enfants une semaine sans écran ou une dizaine sans écran? Pourquoi? Pas parce qu'on déteste les écrans, mais parce qu'on voudrait que ces écrans soient au service de nos enfants et non pas deviennent des instruments d'asservissement pour les rendre accros, mordus, passionnés, dépendants. L'addiction aux écrans est un phénomène réel. Ça ne se traite pas encore avec des pilules à la pharmacie, mais je suis convaincu qu'une compagnie pharmaceutique qui va nous proposer un médicament pour faire décrocher nos enfants, mesdames, messieurs, ce que je vous propose aujourd'hui, il n'y a aucune compagnie pharmaceutique qui supporte ça. Je viens vous présenter un nouveau sport extrême où des papas et des mamans et des maîtresses et des professeurs et des directeurs d'école et des élus municipaux décident ensemble, librement, sans gagner un seul sou, de former une équipe pour aider nos enfants à gagner un match contre des professionnels qui préparent chaque jour, des milliers de professionnels, qui chaque jour préparent des émissions pour essayer de garder nos enfants assis. Et moi, j'ai une équipe préférée dans ces deux équipes.
entre les enfants d'un côté et des professionnels du marketing qui financent des chaînes de télé en fonction du nombre de personnes qui vont être attirées et gardées assis devant l'écran, j'ai un parti pris, j'ai une préférence pour les enfants. Je voudrais que ces enfants développent un cerveau plus fort, plus joyeux que tout ce que souhaitent les industries qui préparent les émissions et qui veulent augmenter l'audimat. Nous allons donc commencer le visionnement de quelques diapositives. Nous avons la chance ce soir d'avoir un nombre de personnes plus important que la dernière fois. Et nous avons une deuxième chance. Elle est double, cette deuxième chance, donc ça en fait une deuxième et une troisième. On a 2 caméras pour enregistrer la conférence. Et tout ça pour être montré à d'autres personnes qui n'ont pas pu se présenter ce soir. On est déçus que des gens n'entendent pas ça. Parce que ça passe pas à la télévision, ça. Ça passe parfois dans le journal, avec un photographe, correspondant de Ouest France ou d'un autre média. Ben oui. Alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous allez assister à la présentation de diaporama. Et comme je sais qu'il y a des enfants en bas âge, je ferai un effort pour raccourcir la durée de la conférence. Et on m'a demandé de vous informer que si des parents se lèvent pour partir avant la fin, c'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est parce qu'il y a des obligations qui consistent à conduire nos enfants au lit pour qu'ils puissent dormir. Et pourquoi ils ont besoin de dormir, nos enfants? Ben parce que dans toutes les écoles de France que j'ai visitées depuis 2 mois, je vois des enfants à 10 heures le matin, 11 heures le matin, bâiller. Je les revois en après-midi, ils bâillent encore. Leur capacité d'attention face à quelque chose que quelqu'un tente de leur expliquer devant la classe, leur capacité d'attention est réduite. Et on sait maintenant que le temps qu'un enfant va passer devant la télé entre 0 et 4 ans aura des répercussions directes sur un phénomène qui hante tous les États-Unis, tout le Canada et toute l'Europe, un phénomène qui croît à une vitesse vertigineuse et qui s'appelle le déficit de l'attention. Et c'est pas étonnant que depuis 10 ans, la compagnie qui vend du Ritaline augmente ses ventes parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui, constatant que l'enfant est plus capable de rester attentif, ils essayent 2-3 trucs, mais finalement, ils finissent par prescrire, donner des ordonnances de Ritaline. Moi, je ne perds pas trop mon temps avec le Ritaline, je perds mon temps, moi, avec les enfants. Et je vous dis, ce soir, nous allons parler de quelque chose de bien réel. Et je peux vous dire, mes chers amis, y compris vous les plus jeunes, nous allons ensemble ce soir rigoler. Nous allons présenter la première diapositive. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour rester derrière la salle, à côté de l'appareil qui fait un bruit épouvantable à cause de la ventilation. Alors voilà le titre de la conférence à laquelle vous allez assister. Ce diaporama, vous pourrez y avoir accès. Vous ne pourrez pas noter tous les renseignements qu'il y a là-dedans, il y en a tellement. Mais sachez que vous allez pouvoir mettre la main sur le diaporama, on pourra vous le faire parvenir. On vous expliquera tout à l'heure comment procéder. Voici le titre. Nous allons passer à l'image suivante. La prochaine partie de ma conférence, je vais, mes chers amis, je vais me taire. Nous allons ensemble simplement regarder défiler des images à l'écran. Bénédicte va changer les images quand je lui ferai signe. Certaines images méritent un petit peu plus d'attention, je les laisserai peut-être 1 ou 2 secondes de plus. Et quand on les aura visionnées ensemble, je reviendrai prendre la parole. Nous y allons pour une partie silencieuse.
les adultes qui sont dans la salle doivent se souvenir quand on avait cet âge, on était occupé à autre chose. La légende au bas de cette image est la suivante. Je suis obligé de porter ce collier pour les chiens pour m'empêcher de toujours porter les yeux vers mon portable. C'est un collier utilisé pour les chiens qui s'appelle un collier Victoria, qui ressemble à l'espèce de collier de collet que portait la reine Victoria d'Angleterre. Alors on le fait porter au chien quand il vient d'avoir une opération, il ne veut pas qu'il lèche sa plaie. Alors c'est Saint-Pierre qui est en train de parler avec son adjoint et qui dit les dernières personnes qui viennent d'arriver au ciel, je ne comprends pas pourquoi, mais ils sont toujours en train de regarder leurs deux mains puis de bouger leurs pouces. De désespoir. In despair. Ils regardent leurs mains désespérés. Chérie, aurais-tu objection à ce que j'attache ton portable dans mon front avec du scotch? Comme ça, j'aurais l'impression que tu me regardes quand je te parle. Je traduis en québécois. Oh mon doux, 3 heures du matin déjà. Je devrais lâcher l'ordinateur et aller au lit. C'est le même gars. Dans ton esprit, c'est toi qui donnes les ordres au téléphone soi-disant intelligent, au iPad. Et les commandements que tu donnes à ton appareil sont va chercher mes mails. Montre-moi la route pour me rendre à la maison de John. Montre-moi les nouvelles. Envoie cette photo à Lynn. Et l'appareil, tu crois, te répond « Oui, mon maître ». Ça, c'est ce que tu t'imagines. Voici maintenant la réalité. Et l'appareil te parle et il te donne ses ordres. Recharge-moi d'électricité. Montre-moi un peu de Wi-Fi. Branche-moi à Wi-Fi. Maintenant, immédiatement. Oh! Un nouveau mail qui vient d'arriver. Lis-le immédiatement. Réponds à cet appel. Oh! Tu as oublié de réserver une place au restaurant. Et toi, tu es prosterné devant ton appareil et tu dis « Oui, mon maître ». Le caricaturiste qui nous a préparé ces deux images, dans une nous dit « Voici comment vous pensez donner les ordres à l'appareil, voici comment en réalité, c'est lui qui vous mène par le bout du nez ». Cette image, je ne la commande pas, mais vous mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Et elle m'inspire une petite anecdote que je viens d'entendre juste avant cette conférence dans le portique là-bas. Une dame que je connais assez bien, qui faisait des interventions auprès d'élèves d'une école élémentaire d'ici, demande aux enfants quelles sont les émissions qu'ils regardent. Alors, il y a parmi les enfants un enfant qui dit « Moi, je regarde la chaîne de nouvelles continues, qui s'appelle chez vous BFM TV. Alors, BFM TV. Alors, la dame dit, tu écoutes BFM TV, toi? Oui. Et est-ce que tu as vu au bulletin de nouvelles dernièrement l'écrasement de l'avion dans les Alpes? Oui. Alors, l'adulte dit à l'enfant, moi, quand je l'ai regardé, j'ai pleuré. L'enfant d'aujourd'hui
qui apprend qu'un avion s'est écrasé dans les Alpes, il ne pleure pas. Il a été débranché par les écrans, l'exposition aux écrans, il a été débranché de la réalité et il est maintenant dépourvu de deux choses dont on a besoin pour être un humain, un citoyen: empathie et compassion. Et quand tu es désensibilisé et que tu as perdu l'empathie et la compassion, et que tu reçois une nouvelle comme celle-là, où la moitié de toute une classe d'enfants de ton âge viennent de perdre la vie, toi, tu n'es plus capable de te mettre dans la peau des victimes. Tu vois un produit de consommation, la nouvelle, et un avion qui s'écrase, c'est pas pire qu'un chien qui est écrasé pas loin de chez toi, ou ton papa qui s'est coupé un doigt en préparant un repas. Empathie et compassion, c'est l'essentiel de chez les humains, de ce qui nous a rendus intelligents. Et quand l'exposition fréquente te rend incapable de ressentir ce que d'autres ressentent comme souffrance, tu es dépourvu de ces deux qualités. Est-ce que tu es dépourvu à tout jamais? Mais non! Ça revient. Mais ça demande un labeur, un entraînement et des éducateurs, parents ou maîtresses, qui sont capables de te remettre sur la piste de la reconquête de l'empathie et de la compassion. Image suivante. L'augmentation du temps que les enfants passent devant ces écrans, ça ne s'est pas produit tout seul, ça. Au simple plan mathématique, vous êtes capable de calculer que si un enfant, il y a 20 ans, passait 10 heures devant un écran, et qu'aujourd'hui, il passe 20 heures devant des écrans, il y a 10 heures qui est perdu dans l'espace. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau des enfants et des adolescents au cours des 35 dernières années? Je commence l'histoire en 1985, sinon je serais obligé de commencer trop loin et on n'aurait plus de repères communs. Je vous ai laissé lire parce que je pense que le message rentre mieux si vous décodez les caractères d'imprimerie et que vous recevez le message. Je commente hausse des TC de 300%. TC, ce sont les troubles du comportement. Dans tous les États américains, dans toutes les provinces canadiennes francophones et anglophones, il y en a une francophone, les autres sont toutes anglophones, le nombre d'enfants qui fréquentent des écoles primaires et qui éprouvent des difficultés graves de comportement, des difficultés graves de comportement, pas faire un petit mauvais coup de temps à autre, non, difficultés permanentes. Ce nombre d'enfants aux prises avec des difficultés de comportement, il a augmenté de 300% entre 1985 et 2000, en 15 ans. Et à peu près à la même époque, des chercheurs de l'Université du Michigan ont voulu vérifier combien de temps les parents modernes consacrent-ils à converser avec leurs enfants. Regardez ce qu'ils ont trouvé en 1983. Par semaine. Par semaine. Et 14 années plus tard, 34 minutes. Je prends la peine d'expliquer qu'au Québec, c'est pas si grave que ça. Et je gagerais qu'en France, c'est pas si grave que ça. Ce qu'on a en commun aux États-Unis, en France, et au Québec, et au Canada, et dans tous les pays d'Europe, c'est que partout, le temps de conversation entre les papas et les mamans d'un côté et les enfants de l'autre, ce temps de conversation, il a diminué. Partout. C'est pour ça que dans le plan de match du défi 10 jours sans écran, on a mis conversation familiale. Image suivante. Je vous laisse lire.
l'accès aux connaissances. Avant même d'entrer à l'école, un enfant de France et du Québec, je nomme tout le temps ces deux-là parce que je viens d'une place et je suis en visite à un autre endroit chez vous. Avant d'entrer à l'école, nos enfants ont reçu plus d'informations de la télévision qu'ils vont en recevoir à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. Avant d'entrer à l'école. Et après leur entrée à l'école, la transmission de connaissances par ces appareils va surpasser la transmission de connaissances par l'école pour que les enfants deviennent des citoyens responsables, éclairés, conscients, lucides. On est donc avec un cerveau d'enfant qui a accès à des connaissances faciles, toutes mochées, toutes prêtes, qui sortent de la télévision avec des images. Et une maîtresse qui explique avec ardeur, mais avec jamais tout le talent de la télévision, des connaissances à acquérir en écriture, en lecture et en mathématiques. On a donc un cerveau qui a d'un côté accès à des connaissances faciles et de l'autre côté un accès auquel il doit investir du labeur, du travail, de l'attention. La compétition n'est pas juste. Tu ne peux pas gagner contre la télévision. Elle reçoit des tonnes d'argent. De qui, la télévision? Des agences publicitaires qui financent les émissions quand il y a beaucoup de monde qui regarde. Alors que la maîtresse et le professeur, ils sont financés avec les taxes de tous les citoyens de la France, les pauvres et les riches, et pour ça tout le monde a le droit d'aller à l'école. On est donc devant un cerveau partagé, divisé, qui a accès à des connaissances faciles et accès à d'autres connaissances pour lesquelles il doit investir du travail. Ça donne, mes chers amis, des enfants rois qui ont l'impression d'avoir droit à tout, des enfants gâtés, et des parents qui s'imaginent que quand on envoie nos enfants à l'école, c'est pour que quelqu'un les élève à notre place. Ça s'appelle des parents clients. L'image suivante. Ici, dans la première rangée, ça rit. On dirait qu'ils comprennent. Qu'est-ce que c'est un écran? Nous, on parle d'écran, puis on le répète plusieurs fois pendant toute une conférence. On lit des livres complets écrits. À la bibliothèque, ils ont une exposition d'à peu près une vingtaine de livres qui portent sur l'influence des écrans. Qu'est-ce que c'est les écrans? Et j'ai été voir mon ami Larousse. Et j'ai choisi ces 4 définitions. Le subterfuge vient du fait qu'on s'imagine, et évidemment nos enfants encore plus, que la télévision est à notre service. On a même une télécommande pour la changer de chaîne. On a donc l'impression qu'elle nous obéit. En réalité, la télévision est un outil. Si c'était des agriculteurs qui utilisent des instruments aratoires pour faire pousser des légumes ou des fruits, et une fois qu'ils sont mûrs, qui vont les porter au marché pour les vendre, on comprendrait. Que diriez-vous s'il y avait une autre industrie dans votre pays et dans le mien qui essaye de faire augmenter le nombre de personnes dans l'auditoire pour capter leur attention? Et qui, avec l'attention, serait capable d'aller voir quelqu'un qui veut leur annoncer son produit et qui vendrait cette attention comme s'il s'agissait d'une marchandise? Que diriez-vous? Qui est mon professeur, moi? C'est pas le maire de Saint-Main-le-Grand. Non, c'est un ex-PDG de TF1.
bien payé, qui connaît très bien son travail. Et quand il a fait la déclaration que vous lisez là, vous avez des compatriotes qui ont été insultés. Il nous prend pour des idiots, ce type. Eh non, il ne vous prend pas pour des idiots. Il vous explique à quoi sert la télévision. C'est une entreprise commerciale qui essaye de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola ou à n'importe quel annonceur. Il a nommé Coca-Cola, mais il aurait pu en nommer d'autres. Je vous laisse lire cette liste concentrée d'impact de l'exposition des cerveaux d'enfants à des écrans de télévision ou autres. Je vous laisse les lire. J'ai travaillé des années, moi, pour ramasser toutes ces informations-là. Chacune des phrases est appuyée scientifiquement. Il n'y a rien qui est là qui répond à mes émotions personnelles. Non. Toutes des études scientifiques. Je vous laisse les lire. Et je prends une autre gorgée d'eau. J'en choisis une. L'obsession de l'apparence. Il y a des écoles où je vais, moi, en France, j'en ai vu beaucoup des écoles en France depuis que j'ai commencé à venir en 2008. Et je vois des petites filles obsédées par leur apparence. Et une des phrases qui leur fait le plus mal, et ce sont des témoignages que j'ai recueillis, écrits, des témoignages confidentiels, un des qualificatifs qui les blesse le plus profondément, c'est quand ils se font appeler gros ou grosse. Des fois, ils ne sont pas grosses du tout. Et le simple fait que quelqu'un se soit moqué d'elle en utilisant le mot et que des personnes autour aient rigolé, ça transmet à l'intérieur du cerveau de l'enfant d'aujourd'hui de l'inquiétude. Et on a maintenant des enfants de CM2, mes chers amis, CM2, qui suivent des régimes alimentaires. CM2. Des enfants préoccupés par leur apparence au point que un petit reproche au sujet du poids obtient dans leur cerveau une résonance très importante. Conversation familiale, on en a parlé. Déficit de l'attention, on en a parlé. Évidemment, si toi, quand tu essayes d'écouter ce que la maîtresse t'explique, puis tu es attentif 15 secondes, et les 10 secondes suivantes, tu es distrait par autre chose, mais quand tu reviens écouter la maîtresse, après 25 secondes, il t'en manque un bout dans l'histoire. Alors tu fais un effort, tu essayes de deviner le bout qui t'a manqué, tu essayes de tricoter, ton cerveau essaye d'inventer, de refaire ce qu'elle a bien pu dire que tu as manqué, tu te concentres, un autre 15 secondes, oups, tu es une autre fois distrait. Ça fait qu'au bout d'une minute, pour reconstruire toute l'histoire, c'est pratiquement plus possible. Et ton enfant arrive à la maison chez toi, et tu as une conversation familiale, tu es un bon papa, tu es une bonne maman, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris? Rien. Non. Ton enfant a fait un effort pour suivre l'histoire. Il n'est pas méchant, c'est pas un idiot, c'est un enfant très intelligent. Et sa capacité d'attention est limitée. Alors, voici une nouvelle qui vous a peut-être échappé. Moi, je ramasse toutes celles qui me préoccupent, qui sont en lien avec le temps écran. Je peux vous dire que maintenant, à l'heure où on se parle, au Japon, en Chine et en Corée du Sud, les 3 gouvernements mettent sur pied des camps d'été de désintoxication où les jeunes viennent passer un mois
sans portable. Et c'est épouvantable pour eux. Je suis content parce que vous vivez dans un pays où les enfants partent parfois pour une semaine en montagne ou une semaine de camp dans la forêt. Les enfants me le racontent et les maîtresses me racontent aussi le récit. Et ils me racontent, les maîtresses, que quand il vient le temps de partir, on est tous dans le train. Les enfants sont tous prêts. La maîtresse rappelle que personne n'apporte de portable. Alors, il y avait 2 ou 3 élèves qui avaient oublié. Ils viennent porter leur portable à la maîtresse. Et la maîtresse voit les parents sur le quai et elle remet les portables aux parents. Et il y a des mamans qui trouvent ça extrêmement cruel. C'est le règlement dans l'école. Vous n'êtes pas content, vous vous faites aller élire au conseil d'école et vous essayez de changer le règlement. Nous, on s'est rendu compte des bienfaits nombreux du temps que votre enfant va passer sans iPad. Je commente nomophobie, composée de 3 syllabes. No, qui veut dire en français non. Mobile, qui veut dire en français portable. Phobie, qui veut dire phobie. L'anxiété horrible d'un adolescent moderne qui vient d'égarer son portable. Et je questionne maintenant les élèves dans les classes. J'ai passé, moi, 4 périodes à rencontrer des élèves de 4e en collège, dans une zone difficile de Paris. Et j'ai été aussi à Créteil. J'ai rencontré des enfants de 6 écoles. Est-ce que quelqu'un dans cette classe connaît un adolescent ou un adulte qui dort avec son portable? Savez-vous quel pourcentage de mains lève dans des classes de CM2? Au-delà de 75% des enfants connaissent quelqu'un qui n'est pas capable de dormir sans son portable. Nomophobie. Plus le cerveau de ton enfant est préoccupé parce qu'il sort d'un écran, plus ton enfant s'éloigne ou est attiré vers un éloignement de la réalité. S'éloigner de la réalité. Fiction, les séries télévisées qu'on appelle faussement télé-réalité. Il n'y a aucune réalité là-dedans. C'est fabriqué au complet. Mais toi, tu l'écoutes, et puis dans le magazine que tu achètes à l'épicerie, déjà c'est écrit « Joanne va-t-elle se réconcilier avec Kevin? » Ils t'entretiennent dans ce mythe que c'est de la télé-réalité. Et enfin, un professeur allemand, qui s'appelle Manfred Spitzer, a publié il y a 2 ans un livre intitulé Digital Dementia. Digital Dementia, que j'ai traduit en français par démence numérique. Et ils expliquent dans le livre qu'ils ont passé des imageries de résonance magnétique à des cerveaux d'êtres humains. Et ils s'est aperçu que plus ils ont passé de temps avec des écrans de tablette ou de iPad, plus certaines zones de leur cerveau sont complètement sclérosées. Elles ne servent plus à rien, il n'y a plus de circulation électrique dans ces zones cérébrales. Et mesdames, messieurs, que j'attendais ce diagramme, moi, que j'ai pigé dans un magazine français. Et lui, il appelle ça la génération Z. Regardez ce qui sort du portable, qui entre par l'œil et qui s'en va avec les enfants, moi. Je suis capable de dire que ce que tu vois sur un écran, ça s'en va dans ton cerveau. Mais où dans le cerveau? Là, maintenant, j'ai un référent. La partie rouge que vous voyez au centre, celle qui est un petit peu à gauche de la ligne pointillée noire, où il y a un bouton un petit peu surélevé, ça c'est le centre des perceptions émotionnelles. Dès que ce que tu vois à l'écran est transféré à la partie centrale, c'est immédiatement envoyé dans un placard où s'empile tout ce que tu as vu. Et ça s'empile tout ça, regardez, dans la petite section verte qui est derrière le cerveau. Et quand c'est un jeu vidéo, ou Facebook, on a maintenant la preuve que Facebook
déclenche aussi la sécrétion de la partie orange qui est en haut. Et cette partie orange, elle sécrète de la dopamine. Tu es content, tu as du plaisir d'avoir lu tes messages Facebook ou d'avoir tué des zombies sur un jeu vidéo. La dopamine, on l'a repéré à l'imagerie résonance magnétique. Quel est le drame? Quel est le drame? Je l'expliquais à une dame tout à l'heure. Il n'y avait pas de diagramme, là, je l'ai. Voyez la partie bleue devant? Ça s'appelle le lobe frontal. Il y en a un à gauche et un à droite. Et ce lobe frontal, c'est celui dont tu as besoin et dont tu auras besoin toute ta vie pour prendre des décisions morales importantes. Que se passe-t-il quand tu reçois tes messages et que ça s'en va au centre dans la partie rose et ensuite entreposé dans la partie verte derrière? Ton lobe frontal ne reçoit aucun trafic électrique, aucune onde ne se rend jusque-là. Donc toi, la partie de ton cerveau dont tu as besoin pour prendre des décisions, elle devient atrophiée. Et si tu ne l'exerces pas avant l'âge de 15 ans, c'est très difficile, parce que moi, je crois que tout être humain, comme mon chien, comme tous les chiens, sont éducables à tout âge. Moi, je suis convaincu de ça, tout âge. Mais je peux vous dire que rééduquer un lobe frontal où il n'y a pas eu de trafic électrique pendant tes 15 premières années, ou juste un peu, bien, les récupérer plus tard, c'est très difficile. Tu es donc vulnérable à tout ce qui s'appelle addiction. Substance, alcool, autre, n'importe quel. Ce diagramme, il vaut très cher. Vous mettriez la main sur ce diaporama uniquement pour avoir cette image-là. Allez-y, ça va être gratuit. Je l'ai expliqué tout à l'heure, donc je n'ai pas besoin d'y revenir. Je poursuis. Examinez. Regardez-la longtemps. Cette image, c'est une image choisie par la compagnie Fisher-Price pour vendre cette petite chaise, apparemment moderne, où votre enfant, avant d'apprendre à ramper sur le plancher, à se tourner de côté, à étirer le bras pour aller chercher son biberon ou sa sucette, avant même de tout faire ça, l'enfant aurait été braqué devant l'appareil et gagé qu'il y a quelqu'un qui va croire que ça rend son enfant intelligent. On sait que le temps qu'un enfant passe devant un écran de télévision avant l'âge de 5 ans retarde l'apprentissage du langage. Ça ne fait pas rien que l'empêcher de bouger. Ça retarde sa capacité de communiquer. Quand il voit sa maman faire un sourire et qu'il fait un son, il ne sait même pas c'est quoi le son qu'il vient de faire. Ça fait juste « aïe, 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 aïe ». Fait rien. Et il y a une réaction. Et sa maman s'approche. Elle touche à sa joue. Et il refait un autre « puis il regarde ailleurs ». Mais c'est pas grave. Il a communiqué avec quelqu'un. C'est ça qui détermine l'apprentissage du langage et le développement intellectuel d'un cerveau humain. La communication. On y va. Au cas où vous douteriez que la publicité a de l'influence, j'ai trouvé cette statistique, moi, qui m'a assommé. En 1981, la publicité pour annoncer des produits aux enfants, attention, publicité destinée aux enfants, c'était 100 millions de dollars pour l'année, 81. En 2007, on était rendu à 17 milliards. C'est 170 fois plus. Si j'y suis particulièrement sensible, c'est probablement parce que je suis originaire du Québec, le seul territoire d'Amérique du Nord où la publicité est illégale quand elle vise un public de moins de 13 ans. Une loi qui a été contestée jusqu'en Cour suprême du Canada. Et la Cour suprême du Canada a dit, on a examiné les deux côtés de la médaille. Et effectivement, avant l'âge de 13 ans, un enfant n'est pas capable de distinguer entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est une fiction, ce qui est la réalité. Donc, le gouvernement du Québec, qui s'adonne être en même temps la seule juridiction
où le français est la seule langue officielle, Québec, mais ce territoire de Gaulois, on le dit avec fierté, c'est nous. Et ce montant d'argent investi en publicité pour enfants, moi je trouve ça horrible. Ces agences publicitaires, elles utilisent chaque jour, chaque heure, les dernières connaissances en psychologie, en neurologie, et même le NAG Factor. Qu'est-ce que le NAG Factor? Ça consiste à préparer un message publicitaire qui va cibler les enfants et qui va faire croire aux enfants que leurs parents qui ne leur achètent pas ce jouet-là ou cette céréale-là est un méchant papa. Ils vont donc apprendre aux enfants à harceler leurs parents, nagging, harceler leurs parents jusqu'à temps que les parents changent d'idée. Et la plus belle image que j'ai pour le trouver, avec des adolescents avec lesquels j'ai eu beaucoup de succès dans les écoles, les établissements que j'ai nommés tout à l'heure, tu t'en vas faire l'épicerie avec ton papa et ta petite sœur est assise dans le panier roulant, dans lequel vous mettez les objets que vous allez payer tout à l'heure à la caisse. Et tout à coup, vous arrivez dans la rangée des céréales. Ta petite sœur ne marche pas encore. Et elle ne sait pas lire. Évidemment, elle ne sait pas écrire. Et pourtant, dans la rangée des céréales, tout à coup, elle s'anime. Et elle pointe du doigt. Alors, ton papa et toi, vous vous tournez les yeux et vous vous rendez compte qu'elle pointe une boîte où on a imprimé la photo de Bob l'éponge. Pourquoi une compagnie de céréales imprime-t-elle l'image de Bob l'éponge sur la boîte? Vous avez 60 secondes, les enfants ont leur crayon, ils m'écrivent une explication, n'importe quelle. Et si ton papa, consciencieux, lit ce que contient comme nutriment la céréale, il voit qu'il n'y a absolument rien. Il y a un peu de sucre. Alors qu'il y a d'autres boîtes à côté où il n'y a pas la photo de Bob l'éponge. Où là, il y a les aliments que tu veux donner à ton enfant pour qu'il prenne de la consistance. Et si ton papa n'en achète pas, comment réagit ta petite sœur? Elle le réclame. Elle est convaincue que c'était la meilleure à cause du stratagème publicitaire utilisé par la compagnie. Quand vous irez, on va revenir à l'image précédente, s'il vous plaît, je voudrais vous signaler que vous avez un lien là, un lien Internet, et vous allez voir cette petite vidéo. Je l'ai choisie parce que moi, j'ai regardé ce message publicitaire-là au moins 5 ou 6 fois, et j'ai rigolé, mes chers amis, rigolé, jusqu'à temps que tout à coup, je me rende compte que la maman dans le message est une totale idiote. Et je m'en étais pas perçu. J'étais tellement impressionné de voir ce petit garçon, brillant, ingénieux, coquin, que je rigolais. On m'avait fait oublier que sa maman n'avait pas été une maman. Ça avait été un personnage utilisé pour capter mon attention et me faire rigoler. Alors vous irez copier le lien, puis vous irez voir ça, et vous repenserez à moi. Et je vous garantis, il y a plusieurs minutes de joie à regarder tout ça. Alors, les 3 impacts les plus abondamment documentés qui nous concernent ce soir, les voici. Nos enfants manquent d'activité physique. La planète entière subit une pandémie, donc c'est pas limité à un seul pays, pandémie d'obésité. Le nombre de jeunes qui sortent, qui quittent l'école publique pour laquelle on s'est battu pour que tout le monde ait le droit d'y aller, qui la quittent avant d'avoir obtenu leur premier diplôme, atteint chez vous comme chez nous des records. Et on se plaint ensuite que les jeunes d'aujourd'hui soient agressifs ou violents. Ce sont les 3 sujets pour lesquels il y a eu, les 3 sujets additionnés, plusieurs milliers d'études scientifiques pour vérifier est-ce que ça a vraiment, le temps écran, est-ce que ça a vraiment un impact. J'avais dit à Bénédicte
que je souffrais trop. Regardez-moi, s'il vous plaît. Regardez-moi. Ne regardez pas l'écran. Ne regardez plus l'écran. Je vois un papa qui ne m'obéit pas. OK, je l'ai. C'est difficile, hein? Quand est venu le temps de préparer à la dernière minute, dernière retouche à ma conférence, je me disais, je suis obligé d'enlever ça, je n'aurai pas le temps. J'enlève ça aussi, je n'aurai pas le temps. Mais je ne me suis pas résigné. Je les ai laissés là, pas pour les utiliser pendant la conférence, mais pour que vous puissiez, en allant voir le diaporama, avoir accès à des passages que je n'ai pas livrés ce soir. Donc, ils sont à vous, mais je ne les commande pas ce soir, d'accord? Alors, celui-là, je vous le laisse regarder très rapidement. Ce sont des chercheurs qui ont comparé les corrélations entre différentes choses qu'on connaît très bien. Je commence par J. La dernière colonne à droite. L'auto-examen des seins et la prévention du cancer du sein. Ce n'est pas une corrélation très élevée. Elle est très faible. Et malgré tout, on ne dit pas aux femmes, « Oh, c'est tellement faible comme corrélation. Vérifie plus ça, c'est pas grave. » Non. On dit, malgré tout, même si la corrélation est faible, on dit, faites-le. I, la deuxième colonne importante de la droite. L'exposition à l'amiante et le risque du cancer de la gorge et des poumons. Cancer du larynx. Voyez la corrélation. Elle n'est pas haute, là. Et pourtant, partout où il y a des édifices publics où il y a de l'amiante, on remplace l'amiante. Parfois même, on détruit l'édifice au complet, juste à cause du risque de l'amiante. Mais dans ce tableau, où il y a plusieurs corrélations comparées, je vous amène tout de suite à la colonne B. Voyez la corrélation entre l'exposition à la violence à la télé et le comportement agressif. Regardez la hauteur de la colonne. Et comparez-la à toutes les autres corrélations qui sont avant. Elle est beaucoup plus élevée. Et malgré tout, on s'obstine à penser que ce n'est pas grave. Ben, c'est plus grave, il y a plus de risques que toutes les autres colonnes qui sont là, que je ne passerai pas en revue au complet. Pour faire contrepoids à l'emprise des écrans sur le cerveau de nos jeunes, mes chers amis, le défi sans écran a été pensé pour développer une stratégie qui fédère 4 partenaires. Qui sont ces partenaires? Les enseignants, les papas et les mamans, la communauté. La communauté, ça c'est la municipalité, c'est le cinéma, le Celtique, c'est les associations sportives qui vont offrir aux enfants des activités pendant le défi sans écran. Ils vont leur offrir des choses, des cours de danse, des promenades à la montagne, des randonnées à vélo, des pique-niques. Tous ces gens, ce sont des associations de la communauté. Et ces 3-là vont s'unir avec les jeunes pour essayer de diminuer le temps écran. Voilà le plan de match qui est proposé avec le défi sans écran. Ce ne sera pas tout. C'est bien de réunir des partenaires, puis on va trouver autre chose. On va aussi développer chez les jeunes 3 compétences plus importantes que jamais dans l'histoire de l'humanité. 3 compétences. Lisez-les bien, c'est la diapositive suivante. Si dans notre plan de match, entre l'école et les familles et les associations, on se met des activités à réaliser avec les enfants, où on développe les 3 compétences qui sont là. Capacité d'exprimer des opinions et des émotions. Capacité de juger ce qu'on voit à l'écran. Et capacité d'empathie, compassion et entraide. On a la formule du druide Panoramix qui partait dans la forêt pour trouver des feuilles d'arbre à mélanger dans sa potion. C'est ça notre potion, nous. C'est une potion, mes chers amis, éducative. C'est pour ça que je disais dans des écoles qu'on propose le défi du jour sans écran.
je l'adore, celle-là. Je l'adore, celle-là. La lecture, là, c'est des feuilles de papier et c'est écrit de chaque côté de la feuille. Et de chaque côté de cette feuille, il y a des caractères d'imprimerie. Et dans la langue française, il y a 26 caractères d'imprimerie. Toujours les 26 mêmes caractères, mais pas placés dans le même ordre. Et ça fait que ton cerveau décode. Ça te fournit donc un mécanisme de protection contre le message qui était transmis. C'est pour ça que l'image, je la trouve bonne, parce que le livre que tu pensais qu'il était juste un objet avec des feuilles, non, non. Ça installe dans ton cerveau des logiciels. Quand on prépare des enfants à diminuer le temps écran, voici ce qu'on est capable de leur promettre scientifiquement, preuve à l'appui. Ils dorment plus longtemps, plus profondément. Ils font plus d'activités physiques et ils communiquent avec les gens autour d'eux autres. Donc, ils développent l'expression des émotions. Ils font plus de lecture. C'est pas moi qui l'invente, là. Ça, c'est pas ce que je pense que ça va donner. Ça, c'est ce qu'on a récolté comme résultat quand on a évalué. Ils sont plus attentifs en classe. Ça a été un choc. Les élèves les plus distraits d'habitude dans la classe, voici que sans écran, ils recommencent à devenir aussi attentifs que les autres. Les relations entre les enfants et les parents, les disputes diminuent. Les relations entre les enfants et l'école meilleures. Vous allez le voir, les travaux scolaires s'améliorent. Et les notes augmentent en moyenne de 15 %. Ah, c'est une diapositive verte, Vénétique. Je vous laisse lire celle-ci. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a tout le temps du monde qui interprète que le défi sans écran, ça, c'est des gens qui n'aiment pas la télévision. Ils diabolisent la télévision. Ces méchants-là, là, ils présentent la télévision comme s'il y avait rien que du méchant là-dedans. Eh bien non. Notre objectif est que les enfants apprennent le plus tôt possible à être les maîtres d'un appareil dont ils sont devenus les esclaves. On les rend maîtres, on leur donne du pouvoir à nos enfants et à nos adolescents avec le défi. Vous savez, ce soir, si je parlais à un auditoire de fumeurs et je vous préparais à arrêter de fumer, je vous mentionnerais que quand vous allez arrêter de fumer, votre subconscient augmente son activité. Que va faire votre subconscient quand vous allez arrêter de fumer 1 jour, 2 jours ou 3 jours? Votre subconscient, sans que tu en aies connaissance, va te dire « Sois le plus exécrable possible ». Et dans 3 jours, tout le monde qui vit dans ta famille va te dire « Ah, Gérard, depuis que tu as arrêté de fumer, tu es insupportable. Va t'acheter des cigarettes. » Ton subconscient, il fonctionne. Je me méfiais donc du sevrage que vont manifester des enfants qui arrêtent de regarder la télévision. Ça les garde passionnés, captifs. On ne les fait pas décrocher n'importe comment. C'est donc présenté aux enfants comme étant un jeu. C'est des professionnels contre des amateurs. Les gens qui travaillent derrière l'écran, c'est des pros. Nous, on est des amateurs, on aime la télé. On va se donner un plan de match pour gagner le match. On ne veut pas le perdre, on veut le gagner le match. Et comment on va faire pour gagner? On peut sauter. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous allons nous entraîner et nous entraider. Une seule lettre de différence. On va faire les deux. On va se donner une couple de mois pour préparer les enfants. La préparation va être fondée sur 3 vertus du cerveau humain: savoir, vouloir et pouvoir. Et le vouloir et le pouvoir, mesdames, messieurs, ça ne se transmet pas par magie. La baguette de Harry Potter est d'aucune utilité pour ça. Ça se construit pas à pas, lentement,
avec des conversations, des discussions, des échanges avec les amis. Et tout à coup, tu te mets à prendre confiance, puis tu dis, ah, je pensais que je ne pourrais pas, mais je l'essaie. Pouvoir et vouloir. Les exercices qu'on donne, ils sont débutés en classe. Mais on ne les finit pas en classe. Pourquoi on ne les finit pas en classe? Ils sont déjà là, les enfants. Non, on arrête. On finit l'exercice à la maison. Et à la maison, l'exercice qu'il faut finir, c'est l'enfant qui explique à son papa et sa maman, tu sais, maman, on se prépare au défi sans écran. Regarde, on avait un exercice aujourd'hui. Ah oui, défi sans écran, qu'est-ce que c'est? Il faut mettre les parents dans le coup, et on a donc besoin que l'enfant gagne l'appui de ses parents. Les parents sont impliqués avant, pendant et après. La communauté est invitée à fournir des activités. On choisit les bonnes journées pour débuter le match et terminer le match, et c'est toujours suivi d'une cérémonie de la victoire. On célèbre la victoire. Écoutez, on vient de battre des professionnels. Et quand les 10 jours sont terminés, il y a une 11e journée. Qu'est-ce qu'on va faire après que le défi est terminé? C'est 10 jours. Le match est fini. Fait 10 jours qu'on ne mange pas de gâteau au chocolat. Le 11e jour, on saute dans le gâteau. C'est risqué. Il faut donc préparer la fin du match. Alors, voici la partie la plus agréable de la soirée. On va aller vite parce que c'est très facile à lire. Quand on évalue les résultats, 52% des enfants nous disent qu'ils ont lu plus souvent. 70% des parents disent, et des enfants, les deux sont d'accord, même taux, même pourcentage. 70% de l'Association des familles rurales, c'est pour vous ça. 70% des parents et des enfants disent qu'on passait plus de temps avec des conversations entre enfants, avec leurs amis, ou en famille. Papa et maman ont aussi joué le match. Ça, c'est merveilleux. Parce que les parents, il y en a des parents qui disent à leurs enfants, moi, ce match-là, c'est pas mon match, moi. Moi, j'ai fini d'aller à l'école. Tu me casses pas les oreilles avec ça. Et il y a des petits-enfants qui m'ont dit, le CM2, qui m'ont dit que leur papa ne voulait pas participer au match. Ils voulaient regarder ses actualités au repas du soir. Ils ont déplacé leur chaise autour de la table de la cuisine. Et ils se sont arrangés pour avoir l'écran de télévision dans le dos. C'est des enfants qui voulaient gagner leur point. Mais 71% des mamans et 55%, c'est plus que la moitié des papas qui jouent le match avec leur enfant. Pas bon? Je me demande comment vous faites pour vous retenir d'applaudir. Non. Est-ce que le défi vous a semblé utile? Regardez-moi ça. Presque 9 parents sur 10 disent oui, très utile ou assez utile. 80% des enfants, presque. Et ceux qui ont trouvé le défi plus utile, les enseignants. Voici les choix d'activités préférées par les enfants. Activités physiques et sport. Ça, c'est les parents qui disent que leurs enfants ont remplacé le temps écran par l'activité physique et le sport. Et 87% des enfants, eux, disent qu'eux-mêmes, ils ont remplacé les écrans par activité physique et sport. Oui. Ça, c'est tout un étonnement pour moi. Les disputes n'ont pas simplement diminué à l'école. Ils ont aussi diminué à la maison. Et même plus à la maison qu'à l'école. C'est pas merveilleux? C'est les enfants qui parlent. Moins de violence verbale et physique, disent 54% des enseignants et des personnels de l'école, et 62%, violence verbale, c'est 54%, violence physique, c'est 62% des membres du personnel qui ont vu une diminution. Parmi les activités de remplacement des écrans, il y a des enfants qui ont choisi d'aider leurs parents à certaines choses. Rien que ça, c'est merveilleux. On avait déjà un problème, moi, quand j'étais jeune, on trouvait que les adolescents étaient ingrats. Là, ils remplacent les écrans, ils préparent les pas, ils font la vaisselle. C'est bien de garder les applaudissements seulement pour la fin, je vous félicite. Les enseignants, on revient à l'autre avant, c'est pour les devoirs et les leçons. Yann?
45 des enseignants. Quand tu dis qu'il y a des élèves qui ne font pas partout, ils ne font pas du tout leur devoir, leur leçon, puis il y a 45 des enseignants qui disent qu'ils ont vu du progrès. C'est précieux, ça vaut cher, ça. Ce n'est pas la promesse d'une récompense, ou parce que la maîtresse a disputé. Juste l'enfant qui l'a décidé. Alors, là, le sevrage. Est-ce que, coudonc, les enfants ont été de pire humeur que d'habitude, ou ça a été pareil, ou ça a été pire? Si ça avait été pire, ça serait la ligne du bas. Regardez le faible pourcentage d'enfants qui ont eu une humeur pire durant le défi. Pareil, la moitié, 58, 42 %, personnel 30 %. Et qui a eu une meilleure humeur, qui a vu les enfants avoir de meilleure humeur? Les parents 40 %, les enfants 55 % et le personnel de l'école qui voit les enfants à l'école de meilleure humeur que d'habitude. L'école n'est pas certaine, on songe peut-être reprendre ça dans un avenir plus ou moins rapproché. Seriez-vous favorable à ce qu'on reprenne ça tous les ans, ce défi sans écran? Ou tous les 2 ans? Ou tous les 3 ans? Ou jamais? On avait mis le choix jamais. Il y a 2 % des enfants et des parents qui nous disent jamais. Si j'additionne ceux qui veulent le défi chaque année avec ceux qui le veulent tous les 2 ans, ça veut dire que 85 % des parents sont favorables à la reprise du défi sans écran. Le défi sans écran, sous des apparences de petits jeux tout à fait bénins, le défi a servi à éduquer les enfants à la maîtrise des technologies. C'est donc pas un retour en arrière où il n'y avait pas de télévision, parce qu'il y en a encore de la télévision. Mais on en devient les maîtres. Ça valorise les parents, les rapports entre amis, qui ne sont pas des amis Facebook, et ça valorise l'école. Ça augmente le pouvoir des jeunes sur leur propre vie. Ça augmente la concertation accrue entre la famille, l'école et la communauté. Et enfin, ça remet les écrans là, le seul endroit où ils méritent d'être, au statut de serviteur. C'est terminé. Mesdames, Messieurs, c'est maintenant le moment qu'on nous entend tous. Des forces. Nous avons 2 micros sans fil qui peuvent aller vous retrouver si vous avez des commentaires ou des questions. Je ne l'avais pas dit, mais nous avons 5 billets de 20 € à donner aux personnes qui veulent poser une question. Monsieur le maire, je sais que l'argent vous intéresse. Première question. Non, c'est une blague. Attends un peu, on approche du micro. Non, mais il n'y aura pas de 20 €. Tu veux poser ta question quand même? On arrive. Ah, c'est juste pour les euros, toi? D'accord, merci. Question, commentaire. Vous auriez le droit de demander, supposons que vous êtes petit, supposons, et vous auriez le droit de dire, Monsieur Brodeur, est-ce que vous êtes fou? Eh bien, vous auriez le droit à une réponse. Eh oui, je suis convaincu d'être fou. Mais je suis convaincu que je suis aussi fou que le fameux Galilée qui prétendait que le Soleil tournait, qui prétendait que la Terre tournait autour du Soleil et non pas le contraire. Et aussi fou que les gens qui prétendaient que la Terre était ronde et que si on partait en bateau, on pourrait faire le tour puis arriver de l'autre côté. Aussi fou que ça. Mais je ne suis pas gêné du tout d'être fou. Je regarde du monde qui ne sont pas fous et ils ont l'air de trouver la vie pas mal moins intéressante que moi. Donc, je vous encourage à trouver ce défi une occasion extraordinaire de devenir un papa et une maman plus proches de ses enfants. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une couple de questions. Commentaires, oui, allez-y. T'en as vu.
demander à mon fils qui est là s'il a toujours un téléphone portable à ce cinquième. Alors, tu peux te lever, mon grand, viens ici à côté de moi. Oui, il peut vouloir quand même un téléphone portable. Attention, il sait maintenant que quand il l'aura, il y a quelque chose qui peut lui rendre service et il y a quelque chose qui peut lui jouer des saltos. Déjà, avec cette compréhension de l'appareil, il y a une petite chance de ne pas en devenir l'esclave. Je pense. Et je pense qu'après avoir écouté la conférence, quand sa maman va lui dire, quand on entre dans la maison, comment tu t'appelles? Achille? Achille, tu sais que je t'aime. Quand on entre dans la maison, on éteint le portable et on le dépose dans le petit panier qu'il y a à l'entrée. Et évidemment, ce soir, quand on va se coucher, et papa, et maman, et moi, et toi, on dépose nos appareils dans le panier, on les retrouvera demain matin. Et, d'après moi, Achille a des chances d'accepter la recommandation de maman. Et il n'y aura pas le choix, je sais, mais pendant qu'il est petit, vous devez lui donner l'impression qu'il a le choix. Parce que quand il aura le choix de vous désobéir ou pas, il faudra qu'il prenne la décision lui-même. Et il faudra avoir fourni à cet enfant tout ce qu'il faut pour qu'il prenne la bonne. De toute façon, je dois avoir 15 de moyenne. Ah oui, il faut qu'il y ait 15 de moyenne pour avoir un téléphone portable. Ben, je trouve que c'est pas beaucoup, hein. Moi, pour avoir un téléphone portable, je pense qu'il faudrait demander au moins 18. T'es d'accord? T'es d'accord? Non. Bon, pas d'accord, mais c'est pas grave. Vous comprenez comment ça peut être amusant d'être le papa et la maman d'un adolescent, comment ça peut devenir une horreur. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres commentaires? Les enfants, habituellement, ont des questions tout à fait savoureuses. Monsieur le directeur, dont j'ai visité les élèves il y a 2 ans, et qui m'a semblé, quand j'ai été visiter sa classe, qui m'a semblé être emballé par ce projet, un petit commentaire pour tout le monde, s'il vous plaît. Oui, donc nous, à l'école, on a fait le projet, comme beaucoup d'écoles sur la commune il y a 2 ans, et mon grand regret, c'est de ne pas l'avoir reconduit l'année dernière. Parce qu'en 2 ans, en fait, on a tous perdu un peu la dynamique, et je pense que c'est quelque chose qui devrait être ritualisé tous les ans, si on veut vraiment que les enfants prennent conscience de ce que tu dis, de tout ce que tu apportes, parce qu'une fois, tous les 2 ans, c'est pas suffisant. Il faudrait vraiment le faire de manière très régulière, parce qu'il faut s'imprégner de cela, parce que sinon les écrans nous réapproprient leur message et leur impact sur nous, parce que les jeunes, en tous les cas, ils sont plus forts que les jeunes, ça c'est clair. Mais ils sont plus forts que nous, adultes, même dans certains cas. Donc, ici, c'est un souhait exprimé par un directeur d'école. Il faudrait que ça devienne standard, régulier tous les ans, bien que j'insiste pour éviter que ça devienne une routine, de lui donner chaque année un caractère particulier, spécifique, de sorte qu'on a l'impression de participer à un projet neuf.